Et je crois que quand je reprenais certains écrits de Tardif, il disait très bien qu'il existait autant de compétences qu'il y avait de situations. C'est ça. Et, C'est ça. et Et là, voilà. Et là, on touche, à mon sens, à la limite institutionnelle. C'est-à-dire que si notre cohérence politique, c'est la professionnalisation avec de l'efficacité au bout, bah, la limite, c'est nos moyens. Si Hmm. à chaque situation une compétence, je fais quoi pour évaluer? Bah, peut-être que je peux penser différemment. Je peux penser des formations qui sont dans des logiques de principe, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais développer comme, et ces principes sont aussi bien d'ordre technique qu'éthique, et je vais donc développer des cadres, et ça c'est ce qu'on fait, la porte ouverte vers une pensée en termes de principe, une théorisation en termes de principe, c'est ce qu'on fait en analyse de pratique professionnelle. Et Hmm. donc là on a des espaces où des groupes de 20 on peut les faire en analyse de pratique, sauf que le produit d'une analyse de pratique de 3 heures, bah, c'est pas un produit normé et prévisible. Donc ça rentre pas dans un curricula, dans un curriculum qui dit il faut que on arrive à ça au bout de 20 heures ou 10 heures, où la case doit être ou peut être cochée au bout de 20 heures. Ben non, en analyse de pratique, on va sonder le complexe, donc on ne sait pas ce qui va émerger. Et donc Hmm. on va interroger les choses qui sont dans les cases, mais on ne sait pas comment ça va se construire ni à quel rythme. Par contre, on est en processus de. Donc on est bien dans un processus, et si on arrive à faire que ça soit un processus qui n'est pas insécurisant et qui se développe comme étant le gage de développement de pouvoir d'agir à court, moyen ou long terme, on peut penser qu'on est dans des logiques d'émancipation. Euh, oui, et justement, là, je reprends ce que tu viens de dire pour arriver sur cette dernière question, parce que il y a autant de compétences qu'il y a de situations. Et comme tu l'as dit, dans ce cas-là, si on accepte cette réalité, on accepte l'incertitude, on va essayer de construire en tant qu'établissement de formation un cadre de principe. Mais ce cadre de principe, il pourrait être enrichi avec une espèce de cartographie ou de mosaïque des situations réelles. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si tu communiques et si tu arrives enfin, à échanger avec les entreprises du tissu économique local dont dépend ta formation, que tu échanges justement avec les responsables de stages, d'apprentissage ou autres, les tuteurs en entreprise, peut-être que là, tu peux en fait définir une partie de ton cadrage de principe avec des choses réelles et les préoccupations réelles des professionnels. Et c'est quelque chose que Philippe Gauthier avait mis en avant plusieurs fois, c'était la nécessité d'intégrer finalement les professionnels dans la construction et la mise en place de l'approche par compétences, tant dans la construction des référentiels que la construction des situations. Mais qu'actuellement, il avait rarement vu ces professionnels intégrés à ce travail-là. Et que, oui, Ouais, vas-y. quand je t'écoute, je viens de prendre, alors je sais pas si ça se verra, si ça se Vas-y, verra est-ce à que j'arrive à le l'écran. lire? Ouais. Référentiel de l'agir compétent en conseillère pédagogique en soutien de la réussite des élèves. Ouais, si, si. Voilà. Ok. Donc ça, c'est des collègues sur des conseillers pédagogiques au Québec. C'est une recherche-action, ça, qui répond exactement à ce que tu viens de dire. Ils ont travaillé sur ce qu'ils appellent, eux, des situations emblématiques. Donc, ils ne sont pas allés dire chaque compétence à chaque situation. Ils ont repris cette référence, bien sûr. Mais ils ont dit ce serait quoi nos macro-situations emblématiques en tant que Mm. conseiller pédagogique. Et de là, ils ont déplié en recherche-action avec tous les conseillers pédagogiques en disant OK, si on déplie cette situation emblématique, on fait quoi? Et ils ont créé un référentiel de l'agir compétent en conseillance pédagogique. C'est-à-dire que ils ont, eux, créé quelque chose qui, d'un seul coup, à partir de situations, alors c'est pas un bouquin qui fait 650 pages, hein, c'est quelque chose qui va justement essayer de travailler des principes assez généraux pour que tout le monde puisse s'y trouver, s'y retrouver et s'en servir de balise et de guidage, mais que à l'intérieur de ça, on soit dans une vision dynamique qui permette, qui permette cette vision dynamique, hein, d'aller construire du style professionnel, c'est-à-dire des individus qui vont se le réapproprier pour construire leur propre trajectoire et professionnalité. Et donc, à la fois, ça maintient une approche systémique, complexe, mais avec des balises qui sont des macro-balises dans lesquelles on a des orientations avec des principes qui peuvent être techniques, généraux, et des principes éthiques intangibles qui guident et qui orientent les choix. Voilà. Et donc eux, c'est assez intéressant parce ils ont été sur voilà ce référentiel de l'agir compétent qui déjà déplace un tout petit peu. C'est pas le référentiel de la compétence, c'est le référentiel de l'agir compétent qui prend un tout petit peu plus de distance parce qu'on va être au stade des principes.
Et là, Mm. comme tu le disais, leur production, c'est le produit d'une recherche-action, c'est-à-dire du travail avec les professionnels. Et c'est eux, en partant de leur réalité, qui ont reconstruit un cadre de compréhension. C'est eux qui ont déterminé les situations emblématiques. C'est eux qui ont dit qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation. C'est eux qui... Et donc voilà, on a quelque chose, typiquement pour moi là, qui est une vision d'un entre-deux, pas dogmatique, ni d'un côté ni de l'autre, qui renonce pas au terme de compétence, qui le prend dans son potentiel, qui l'accepte comme étant quelque chose d'institutionnel, et puis qui dit, OK, mais on fait quoi? On fait quoi au final? Parce que si d'être allé au stade de compétence nous fait retomber dans les mêmes écueils que lorsqu'on était juste au stade du savoir, il suffit de savoir, ou alors il suffit d'avoir coché la case pour dire qu'on est compétent pour faire, on a juste déplacé le problème avec beaucoup de démagogie. Mm. Voilà. Et là, il y a un vrai travail pour aller interroger ça comme étant un espace intelligent de controverses pédagogiques, mais controverses constructives dans les équipes. Alors, ça veut dire que en prenant ce parti ou, ou le paradigme sous-tendu par l'agir compétent, eh ben, on va accorder, j'ai l'impression, forcément plus d'attention au processus réflexif, ou de réflexion en tout cas, d'être capable de dire ma compétence, elle s'exprime dans tel espace, balisée de telle façon, et va s'arrêter ici. Parce que au-delà de ce point-là, j'arrive dans une autre situation et ma compétence ne s'exprime pas. J'ai l'impression. Ouais. Et ce qui me semble cohérent là-dedans, et là je vais donner un espèce de ressenti, je vais prendre le métier d'ingénieur pédagogique. Le métier d'ingénieur pédagogique, finalement, en fonction de la structure dans laquelle on l'exerce, peut se révéler très très différent. Euh, Si on prend ne serait-ce qu'une mission, je vais aller encore plus loin dans le détail, une mission qui va relever de la conception pédagogique. La conception aujourd'hui, notamment lorsqu'on conçoit des produits de formation digitalisés, eh bien, ils se font avec des outils. Mais que le, la, en fonction des outils, eh bien, on va avoir des tâches, on va avoir des savoir-faire qui vont différer, en grande partie différer, et que sans la maîtrise de ces outils, on ne pourra pas aller au bout de notre processus de conception. On pourra peut-être aller dans les grandes lignes en mobilisant ce qu'on sait des théories des sciences de l'éducation, mais être capable de produire le livrable, ça se fera à chaque fois à- en fonction des spécificités de chaque outil, de chaque process, de chaque culture. Donc finalement, on aura des situations, je peux très bien être formé à l'utilisation d'un outil X dans une situation X, me révéler compétent, mais le jour où on me donne un nouvel outil avec de nouveaux process et un nouveau contexte, eh bien, je n'arriverai peut-être pas à arriver au bout de ce processus. Et donc, je ne serai pas forcément compétent. Ce sera pas, et c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est grave. Ce que je suis en train de dire, c'est que de par la pluralité et la complexité des situations de travail, notre zone de compétence est constamment challengée et que ça me paraît presque essentiel d'avoir ce recul, et je sais pas si on peut appeler ça humilité, mais de se dire, il y a une forme d'incertitude, il y a une forme d'insécurité, et bah, c'est pas grave en fait. Mais c'est une réalité. Tout à fait. Je suis. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce que historiquement, quand les réflexions sont arrivées à ce que tu viens de dire, on s'est dit, il y a aussi du coup des questions de transversalité, c'est-à-dire qu'on a remonté d'un cap en se disant, ok, avec tel outil, j'y arrive pas, je sais pas, mais avec tel outil, je sais faire. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir transférer de mon savoir-faire pour m'adapter à l'outil? Ou alors devenir un ingénieur complet qui va recréer en fait son outil. C'est-à-dire d'avoir une sorte de capacité en distance qui dit, bah non, je suis plus un créatif qu'un utilisateur. Ma compétence, elle est plutôt dans le fait d'être créatif de la mobilisation et de la reconfiguration de mes principes, plutôt que dans le fait d'aller chercher les bons outils parce qu'ils existent déjà. Et donc on a aussi cette idée de transversalité dans la compétence qui, à mon sens, repositionne les problématiques dont je parlais tout à l'heure, et comme tu viens de le dire, de l'incertitude. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte dans des métiers où il y a un risque de croire qu'ils sont techniques. Qu'est-ce qu'on accepte comme part d'incertitude?
Et le deuxième axe, c'est comment cette incertitude est rendue acceptable, voire valorisée par les collectifs. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où nous avons atteint la limite de notre compétence individuelle, par les outils, que le collectif fait sens et que le collectif va pouvoir être une ressource en disant, bah attends, moi j'ai un outil et je peux te former rapidement, d'accord? Parce que tu sais, ça reprend les principes de, donc tu vas utiliser vraiment les déplacements avec des logiques de zone proximale de développement, si on prend Mhm. les théories de l'apprentissage, quoi, de dire au plus proche d'eux pour que tu puisses te lancer toi dedans, puis au début tu assimiles, puis après tu t'accommoderas en apprenant toi-même ton usage de l'outil, soit de se dire, bah, si dans le collectif, la ressource outil n'existe pas, bah, créons-le. Oui. Créons ensemble l'outil à partir de ce qu'on en comprend et des besoins. Et donc de repartir de ce qu'est l'ingénierie pure, c'est la mise en adéquation de moyens, inédits ou pas, avec des objectifs. Et là, on a des strates de niveau de compétence en fait. Tu vois, avec Mhm. cette forme d'agir compétent qui va bien avec l'idée d'intelligence de situation, d'habileté. Voilà, c'est l'agilité, c'est un terme un peu à la mode, quoi. On est agile. Mhm. On est agile quand on est capable de mobiliser des sous-compétences. Parce qu'elle, elle serait plus proche du niveau technique, de la règle. Mais quand on monte du niveau de l'agilité, c'est qu'on est plutôt peut-être sur les principes. Et puis quand on est monté au-dessus, c'est qu'on a quelque chose, je sais pas si on peut le décliner comme une compétence, mais c'est qu'on a une prise de distance qui nous permet de ne plus sur-affectiser les tensions des niveaux inférieurs. C'est-à-dire qu'on est capable de se mettre à distance et que ça soit plus des tensions qui soient inhibitrices, mais qu'on puisse dire, bah non, mais il y a la ressource du collectif, et puis il y a la ressource du c'est pas grave, il y a la Mhm. ressource du qu'est-ce qu'on pourrait faire, il y a la ressource du, et tout ça, c'est des mises à distance des autres niveaux. Et là, on est bien dans des marges de réflexivité collective, dans les équipes et individuelles. Mhm. Et ça sous-entend que finalement, dans cette approche systémique et cette volonté d'accepter l'incertitude, la démarche réflexive serait quelque chose de fondamental pour éviter je sais pas si c'est de sombrer dans la folie, mais de se dire que le c'est pas grave, comme tu viens de le dire, en fait, j'imagine pas atteindre un c'est pas grave sans cette prise de recul, sans être capable de se dire, oui, mais ce que je viens de vivre, je sais pas forcément le faire en raison du contexte. Ça veut pas dire que je sais rien faire du tout. Ouais, tout Mais à fait. pour arriver à ce résultat-là, il faut arriver en fait faut prendre un certain recul.